Et la gravité dans le travail d'un ouvrier. Le contremaître, qu'est-ce qu'un contremaître? C'est un chef d'équipe ouvrier. Un ancien ouvrier, qui accumule l'expérience, il devient un chef sur une équipe d'ouvriers. C'est ce qu'on appelle un contremaître, ce qu'on appelle aussi un chef de section. Qu'est-ce qu'un chef de section? Un chef d'équipe d'ouvriers. Qui peut être un chef d'ouvrier? Ça ne peut être qu'un ancien ouvrier qui a de l'expérience. Il poursuit les études. Jusqu'au point où il a obtenu le diplôme d'ingénieur. Donc, c'est pas, voilà, il avait une philosophie de progrès. Progrès. Il n'a pas dit que Dieu a pris des yeux, donc je vais mourir, je vais me suicider, c'est la fin de la vie, etc. Pourquoi, mon Dieu, quel pays, etc., quel papa, parce qu'il y a ceux qui n'aiment pas ni leur papa, ni leur pays, ni leur maman, ni leurs voisins, ni leur maison, rien de tout, ni leur nom. Ils préfèrent même changer de nom ou changer de visage. Et il y a ceux qui n'aiment pas leur visage. Ceux qui n'aiment pas leurs cheveux, ceux qui n'aiment pas, il veut dire que non, c'est pas, enfin, mon nom, qui fait le nom? C'est moi-même. Si mon papa n'a pas fait de nom, c'est moi qui dois faire de mon nom, un nom qui est important. Enfin, c'est pour dire que c'est ce qu'on appelle la philosophie de progrès. Et Taylor, il était dedans, parce qu'auparavant, personne ne connaissait Taylor. Le nom de Taylor, il était inconnu. Et maintenant, le monde entier, Taylor est connu. Qui a fait de ça? C'est Taylor lui-même, à travers son travail. Et là, l'ingénieur est devenu directeur d'entreprise, et vers la fin, il est devenu un grand conseiller en management et en organisation. Un consultant en organisation. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a des problèmes organisationnels, on fait appel à Taylor pour résoudre ces problèmes en organisation dans les entreprises. Et vers la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a capitalisé ses connaissances et ses expériences. Il dit que dans tel problème, j'ai fait ça. Dans tel autre problème, j'ai fait ça. Et il a écrit ça dans un livre, et ça va être le berceau, le noyau de sa théorie, organisation scientifique de travail. Donc, c'est une théorie issue de l'expérience. C'est une théorie, sa théorie, elle est issue de son expérience. C'est pas comme quelqu'un, c'est pas comme un professeur qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais dirigé, qui n'a jamais côtoyé le travail. Et théorie, c'est une théorie, enfin, purement théorique. Et cette théorie, elle est pratique parce que basée sur une expérience effective dans le milieu de travail. Donc, c'est pourquoi cette théorie, c'est quoi? Organiser le travail. Quel travail? Parce qu'il va parler de travail de cadre. Non, il va organiser le travail de l'ouvrier. Parce que lui-même, il était un ouvrier. Et il sait qu'est-ce qu'un ouvrier. Et quels sont les ouvriers, quelles sont les caractéristiques des ouvriers. Donc, c'est pourquoi il est le mieux placé pour organiser le travail de l'ouvrier. Voilà, c'est pourquoi on distingue entre théorie pratique et théorie fondamentale. Sa théorie était une théorie pratique parce qu'elle était issue d'une pratique. Voilà, c'est une promotion professionnelle, exceptionnelle. Parce que généralement, quelqu'un qui commence apprenti, il finit sa vie comme ouvrier. Généralement. Mais lui, il a commencé comme apprenti pour devenir le fondateur de management et des théories d'organisation. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Derrière toute théorie importante, il y a un homme important, il y a une problématique. Attention maintenant, on ne doit pas confondre entre problème et problématique. Parce que pour un problème, qu'est-ce qu'on fait? On dit problème mathématique, par exemple. On ne dit pas problématique au niveau des mathématiques, on dit un problème mathématique. Au niveau de management et des sciences sociales et humaines, on ne préfère pas parler en termes de problème, mais en termes de problématique. Et dans la problématique, on n'apporte pas de réponse. Il n'y a pas une réponse, on a une solution pour la problématique. On traite la problématique. On cherche la solution à un problème. On cherche à résoudre un problème. Mais une problématique, parce qu'on a une problématique, on traite la problématique. Et on va essayer de comprendre. C'est d'ailleurs même l'examen dans cette matière, ce qu'on vous a dit. L'examen, il n'y a pas de question, parce qu'on ne cherche pas une solution. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça. Ça n'existe pas ici. Parce qu'on ne cherche pas, c'est un domaine un peu plus vaste que ça. On ne peut pas poser une question à laquelle on attend une réponse. Voilà. Il n'y a pas de question, il y a un sujet à traiter. Ça veut dire une problématique à traiter. On va essayer d'ailleurs de s'habituer à cette méthode avec la progression de cours et des théories. Bien. Donc, voilà, il a fait un apport indéniable. Ça, c'est son livre le plus important. C'est
c'est-à-dire les principes de management scientifique. Voilà. C'est son livre, le seul livre qu'il a écrit. Un seul livre. Et tout ce qu'on va faire dans sa théorie est dérivé de ce livre. C'est les principes, en français, les principes de management scientifique. Voilà, c'est son apport, et c'est pas un apport, c'est un grand apport, seulement avec un seul livre de quelques 250 pages, qui est fondateur de tout le management. C'est pour dire que c'est pas toujours la quantité qui compte, c'est la qualité de la rédaction basée sur l'expérience et la compétence en tant qu'ouvrier, par la suite en tant que manager, qui a donné de l'importance à son œuvre. Voilà. Et là, donc, je n'ai les bases de la théorie des organisations, parce que c'est lui le premier à avoir théorisé là-dessus. Donc, la base de cette matière, la base de la théorie d'organisation, c'est Taylor. Vous voyez, c'est le début du XXe siècle. Et on vous a expliqué pourquoi le XXe siècle, vu le contexte qu'on a déjà traité. Alors maintenant, la problématique. Finalement, pour toute théorie importante, il doit y avoir un point de départ. C'est la problématique. Il y a une problématique. Je peux déjà commencer par donner un exemple à travers la problématique de l'OST. C'était quoi la problématique? Vous voyez que pour Taylor, étant donné qu'il était déjà un ouvrier, la problématique, c'est comment augmenter la productivité de l'entreprise. Comment augmenter la productivité de l'entreprise, sachant que les ouvriers ils sont issus de l'exode rural et de l'immigration, sachant que les ouvriers ne sont pas qualifiés. Donc on a des ouvriers non qualifiés. Voilà un problème. L'entreprise a un autre problème. Il veut augmenter la productivité. Ça veut dire quoi, augmenter la productivité? Ça veut dire produire plus avec le minimum de moyens. C'est un autre problème auquel. Donc, on a, et en plus, il y a de plus en plus d'entreprises, et donc il y a de plus en plus de concurrence. On a un troisième problème, etc. Donc, l'ensemble de ce problème donne une problématique. Donc, est-ce que pour ce problématique, il va y avoir une réponse? Pas une réponse, mais il doit y avoir plusieurs réponses. Comme on l'a dit, on traite la problématique, on résout un problème, mais lorsqu'il y a une problématique, on traite la problématique dans son ensemble et dans son environnement. Bien, ça va être ça la problématique. Comment intégrer et diriger une main-d'œuvre abondante, donc des usines, des grandes entreprises récentes, où on fait travailler des centaines d'ouvriers, donc main-d'œuvre abondante. Comment on va les organiser? Comment on va les diriger? Et cette main-d'œuvre, elle est rurale. Rurale n'est pas sous critique, mais sous caractéristique. Ça veut dire quoi? Rural, ça veut dire qu'on est habitué à la nature. C'est un espace ouvert. Alors maintenant, ils doivent travailler dans l'entreprise. C'est un espace fermé. Un espace, sur le plan psychologique, on ne peut pas passer directement, on ne peut pas être comme ça, d'un milieu rural, ouvert, la nature, vers un milieu sale, fermé, tel que les usines. Et le bruit des machines. Ce n'est pas facile de passer de cette situation à une autre situation. Donc, comment intégrer et diriger une main-d'œuvre abondante, rurale, et surtout peu qualifiée? Ça veut dire, parfois, ils n'ont pas reçu d'instruction, pas de scolarité, et on doit les faire travailler, et on cherche à ce que cette main-d'œuvre augmente son rendement. C'est quoi le rendement? Il y a le rendement, il y a la productivité. Il n'y a pas de différence, sauf que le rendement s'applique à des personnes, à des ouvriers, au personnel, ce qu'on appelle le personnel, alors que la productivité s'applique à toute l'entreprise, dans son ensemble, hommes et machines, c'est-à-dire les équipements en relation avec les machines, ça donne l'entreprise. Donc le rendement s'applique aux personnes, la productivité s'applique à l'entreprise. On dit la productivité de l'entreprise, on dit le rendement de salariés et la productivité de l'entreprise. Et c'est quoi la productivité de l'entreprise? C'est la conséquence du rendement de tous les salariés. Le rendement de tous les salariés explique la productivité de l'entreprise. Et c'est quoi la productivité? C'est un rapport
entre production réalisée et facteur de production utilisé. Production réalisée et facteur de production utilisé. Ça nous donne une productivité. Et toutes les entreprises jusqu'à présent cherchent à augmenter, à améliorer leur productivité. Et pour Taylor, d'où va venir la productivité? De l'encadrement de l'ouvrier, de l'organisation de travail de l'ouvrier, ça veut dire de rendre. Voilà la problématique. Vous voyez qu'il y a plusieurs problèmes posés dans cette problématique. Mais on essaie de concentrer. Donc, la problématique de l'EST, c'est comment augmenter le rendement de l'ouvrier pour permettre l'amélioration de la productivité dans l'entreprise. Est-ce qu'on peut trouver une réponse, une seule réponse à tout? Non, il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs pistes. C'est pourquoi c'est pas un problème, mais c'est une problématique. Bien, c'est ça la problématique. Et pour traiter cette problématique, derrière toute, qu'est-ce qu'on a dit? Je résume. Derrière toute théorie importante, il y a un homme exceptionnel. Un homme, pour une femme, essentiel est l'être humain, exceptionnel. Deuxièmement, il y a une problématique intéressante, quelque chose qui peut intéresser n'importe qui, voilà. Surtout dans ce domaine. Troisièmement, une philosophie. Quelqu'un qui n'a pas de philosophie, c'est un technicien ou un technocrate. C'est pas mauvais, sauf que il ne peut pas être. C'est un technicien. C'est comme lorsque. Je vous donne un exemple. Pour faire la comptabilité générale, est-ce qu'on a besoin d'avoir une philosophie? Non. La comptabilité est un travail technique, pas scientifique, technique. J'ai acheté, donc achat, classe 6. Avec quoi? La banque. Débit, crédit. J'ai vendu, classe 7. J'ai reçu l'argent, est-ce que c'est espèce, est-ce que c'est comptant, est-ce que c'est par chèque, et soit banque, soit caisse, soit créance. Vous voyez, c'est technique. Et c'est pourquoi tout ce qui est technique est programmable sur PC. À chaque fois qu'on peut programmer sur PC, avec un logiciel d'application, ça veut dire que c'est technique, mais c'est pas scientifique. La technique, c'est l'issue de la science. Alors que la science ne peut jamais être programmable. J'explique. C'est pour dire que finalement, c'est lorsque derrière toute théorie va aboutir à des techniques, à des méthodes. Mais avant la technique et la méthode, il y a une philosophie qui explique l'aboutissement. Je peux le dire autrement. C'est ce qu'on appelle, dans le domaine aussi théorique, l'économie, la politique, les sciences po, les sciences politiques, l'idéologie. L'idéologie est basée sur une philosophie. Et on doit connaître la philosophie derrière cette théorie. C'est pourquoi, troisième point, c'est la philosophie de Taylor. Quels sont les sous-bassements philosophiques? Par exemple, vous gérez des hommes, par exemple. Vous dirigez une petite équipe de travailleurs, mais si vous allez la diriger comme ça, sans sous-bassement philosophique, ça n'aura aucun goût. Il n'y a pas de goût. Comment on distingue les hommes importants, les êtres humains importants, et les personnes distinguées? Comment on les distingue? C'est par leur philosophie. Et leur philosophie, on ne l'explique pas directement, mais ça se sent, ça se voit, qu'ils sont différents. Si chacun est différent, c'est qu'elle a une personnalité différente. Et si quelqu'un a une personnalité différente, c'est qu'elle a une philosophie. Voilà. Et si quelqu'un n'a pas de philosophie, il est monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille, il mange, il dort, il se réveille, il travaille, il va au café, il revient du café, il dort, il mange un quotidien routinier. Il n'a pas de philosophie. Il va vivre normal, et l'au-delà, on ne sait pas. Il peut être normal, mais peut être anormal. Mais l'essentiel, c'est le sous tout le monde. C'est pas une critique, c'est une caractéristique. Mais les personnes distinguées sont rares. On trouve 5 pour 1000, jusqu'à 10 pour 1000. Ça dépend des sociétés. Mais elles ont une personnalité différente, une façon différente, un travail différent, et tout ça sur la base d'une philosophie. On peut être d'accord sur la philosophie ou pas d'accord. L'essentiel, ils sont différents par leur philosophie. C'est comme Taylor, ce qui a expliqué le fait, la théorie qu'il a développée. D'abord, le premier élément dans la philosophie de Taylor, c'est que Taylor est un adepte de la philosophie matérialiste.
Ça veut dire quoi? Que dit cette philosophie, généralement? Que tous les hommes, hommes et femmes, qu'est-ce qu'ils cherchent? L'argent. La prospérité vient de l'argent. C'est une prospérité matérielle. Le bonheur vient d'où? L'argent. Si on est malheureux, c'est pas parce que Kautsar a perdu son fiancé. Non. Les vrais malheurs, c'est lorsqu'on manque d'argent. C'est pas parce que n'a pas. Non, le vrai malheur, ce sont des malheurs matérialistes en relation avec l'argent. Parce que si Kautsar a perdu finalement, si Kautsar a de l'argent, il va trouver, c'est l'argent qui compte. C'est pas moi qui le crois. C'est la philosophie matérialiste. Avec l'argent, on peut acheter tout. Avec l'argent, on peut avoir tout. Et notre bonheur vient de l'argent, le côté matériel. C'est une philosophie. On est d'accord, pas d'accord, c'est le plus important. Le plus important, c'est que Taylor croyait en cette philosophie. Il était matérialiste. Il était fier d'être matérialiste. Il dit que son père est devenu un grand industriel et riche aux États-Unis que parce qu'il était matérialiste. Et que ceux qui n'étaient pas matérialistes, ils sont devenus pauvres, très pauvres. Ils vivaient les sentiments. Je t'aime, tu m'aimes. Je l'aime, il ne l'aime plus. Etc. Et finalement, ils vont perdre toute leur vie. Il m'a aimé, je l'ai aimé. Il va m'aimer, je le vais l'aimer, etc. Et finalement, on perd beaucoup de temps inutilement. Et la philosophie matérialiste, il ne croit pas aux sentiments. Il croit à l'intérêt, à ça. Monsieur, bonjour, qu'est-ce que tu veux? Je veux te connaître. Pourquoi? Parce que tu es ma cible. Et pourquoi? Parce que je vois mon intérêt. C'est la philosophie matérialiste. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Mais c'est une philosophie qui est le soubassement de cette théorie, l'organisation scientifique de travail. Ne cherchez pas quelqu'un que vous aimez, mais cherchez quelqu'un qui va vous aider à réaliser vos intérêts, vos objectifs. C'est la philosophie matérialiste. C'est pas méchant. Enfin, c'est pratique, c'est réaliste. Ça peut rapporter gros. Deuxième élément dans cette philosophie. Le fondement de la prospérité, tout le monde cherche le bonheur matériel. Et où va venir ce bonheur matériel? Après, voilà Taylor, où il transforme la philosophie. La philosophie matérielle, c'est une philosophie de travail. Pour devenir riche, il faut travailler pour augmenter la productivité. J'explique. Et c'est là où il y a l'idéologie. Si quelqu'un est pauvre, n'a pas assez d'argent, pas assez de revenus, Taylor, qu'est-ce qu'il essaie de lui dire implicitement, pas explicite, mais implicitement? Tu veux devenir riche, ça veut dire que tu dois augmenter ton salaire. Oui. Et pour augmenter ton salaire, l'entreprise doit gagner plus. L'entreprise où tu travailles doit gagner plus d'argent. Oui. Et pour que l'entreprise gagne plus d'argent, elle doit être productive. C'est-à-dire que sa productivité doit s'améliorer. Oui. Et pour que sa productivité s'améliore, la productivité, c'est le résultat de rendement. Tu dois développer ton rendement. Augmente ton rendement, et comme ça la productivité de l'entreprise va augmenter, et comme ça les bénéfices de l'entreprise vont augmenter, et comme ça l'entreprise va distribuer plus de salaire. Et tu vas devenir riche. C'est l'idéologie. Ça veut dire, si quelqu'un est pauvre, implicitement aussi, si quelqu'un est pauvre, c'est la conséquence, c'est le résultat normal, étant vu qu'il ne travaille pas assez. Il ne travaille pas comme il faut. Donc il ne va pas dire que je suis pauvre parce que l'État n'a pas fait, parce que les autres, parce que Dieu, parce que le bus n'était pas là à l'heure, parce que j'ai raté mon examen, parce que... Mais elle est pauvre parce qu'elle a voulu rester pauvre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas développé son rendement. Son rendement fait les études, parce que son rendement fait le travail, son rendement fait la vie, son rendement social, son rendement... Et ces rendements impliquent la productivité d'entreprise, pas seulement d'entreprise. La productivité de toutes les entreprises, la productivité de l'administration publique, la productivité de l'économie. Lorsqu'il y a plus de productivité au niveau de l'économie, il y a plus de valeur ajoutée créée. Plus de valeur ajoutée créée, ça veut dire qu'il y a plus de PIB, produit intérieur brut. Donc plus de richesse, plus de revenus distribués, et ça donne des pays riches, des pays pauvres. D'où vient tout ça? De travail. C'est ce qu'on appelle la philosophie de travail.
Si on voit des pays développés, en fait, c'est grâce à quoi? Au travail, le rendement. Si on voit des pays sous-développés, c'est à cause de qui? Enfin, à cause de quoi? À cause de travail, à cause de manque de rendement qui implique manque de productivité et donc à un niveau inférieur au niveau de produit intérieur brut qui implique un niveau inférieur au niveau en termes de richesse. Voilà l'idéologie derrière cette philosophie de Taylor et qui va donner ce qu'on appelle le Taylorisme. Deuxième élément, bon, pour devenir riche, pour réaliser ce bonheur matériel, il faut travailler plus. Voilà implicitement ce qu'implique ce deuxième élément. Troisième élément. C'est d'ailleurs ce que j'étais en train d'expliquer. La productivité qu'on cherche, et qui est la base de la prospérité matérielle, elle vient de rendement de chaque personne au travail. Vous voyez que c'est l'idéologie derrière ça. L'idéologie, c'est une idéologie capitaliste, par opposition à l'idéologie marxiste. Parce que comment les marxistes expliquent la pauvreté? Ils l'expliquent par la lutte des classes. Ça veut dire la classe des capitalistes qui exploitent la main-d'œuvre et la plus-value réalisée, au lieu qu'il soit partagé entre la société et les monopolisé par les propriétaires, par les capitalistes. C'est l'idéologie marxiste, c'est une autre idéologie. On n'est pas contre, on n'est pas avec. On essaie de comprendre les idéologies et qui donnent naissance à des théories. Voilà une autre idéologie qui dit que le pauvre, il est pauvre parce qu'il a voulu rester pauvre, parce qu'il n'a pas fait assez de travail, parce qu'il n'a pas souffert, parce qu'il n'a pas... C'est comme un capitaliste. Comment devenir un capitaliste? C'est qu'il faut souffrir. Il faut réaliser ce qu'on appelle l'accumulation primitive de capital. Et comment accumuler le capital? Parce que je ne peux pas vivre. Enfin, il faut accepter la souffrance. De voir la dépense et de ne pas dépenser. De voir le produit et de ne pas l'acheter. Et c'est comme ça qu'on réalise ce qu'on appelle l'accumulation primitive de capital. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'accumulation primitive de capital? C'est le commencement de l'investissement. C'est d'après l'équation keynésienne. Vous connaissez l'équation keynésienne? L'épargne. À quoi est l'épargne? C'est le revenu moins la consommation. Si on augmente la consommation, l'épargne. Mais si on diminue la consommation, plus d'épargne, d'après la théorie keynésienne, c'est cette épargne qui se transforme en investissement. En investissant, on peut devenir riche. On va devenir capitaliste. Donc, si quelqu'un ne souffre pas, ou ne veut pas souffrir, d'après l'idéologie, il ne peut jamais espérer devenir riche. Être riche, à la base, c'est une souffrance. Et pourquoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on dit chez nous? Enfin, un proverbe marocain, d'ailleurs, très célèbre et très connu, que l'âge d'enfant, on doit travailler pour préparer l'âge de l'adulte. Voilà, c'est très bien. C'est ça. L'idéologie, c'est conforme à Taylor. Donc, dans notre perception d'organe, on est d'accord avec. C'est quelqu'un, vers la fin, il est à 50 ans, il est pauvre. C'est que lorsqu'il était jeune, il ne s'est pas préparé à la situation et à la cinquantaine. Voilà. C'est pour dire que c'est une idéologie, c'est une façon de voir le monde, et qui est tout à fait opposée à la vision marxiste. C'est tout à fait l'opposé. Oui, enfin, les deux sont dépendants, sauf parce qu'on dit la productivité de l'entreprise, on justifie. C'est comme si on dit cette productivité ne dépend que des ouvriers. C'est un problème d'ouvrier, pas un problème de dirigeant, pas un problème de capitaliste. S'il y a un manquement à la productivité, c'est la productivité de l'entreprise. C'est à cause de qui? À cause de la faiblesse de rendement. Donc, qui est responsable sur les malheurs de toutes les entreprises, d'après cette idéologie? Les hommes, c'est-à-dire les salariés. Voilà et c'est pourquoi je dis que c'est l'idéologie, parce que finalement, on peut être d'accord sur un élément par élément, mais on peut ne pas être d'accord sur la logique d'ensemble. Là où cela veut nous conduire pour dire que les malheurs des entreprises, donc de l'économie, ce sont les salariés. Voilà l'idéologie de Taylor. D'où viennent tous les malheurs, enfin tous les malheurs et tous les problèmes, ils viennent de salariés. Voilà. Et donc, l'homme est naturellement paresseux. On peut être d'accord sur cet élément, mais si on l'intègre dans le schéma global, ça va nous conduire très loin. Ça veut dire quoi l'homme est naturellement paresseux? L'homme dont dépend le rendement et la production d'entreprise
elle est naturellement paresseuse. C'est quoi paresseux? Ça veut dire, donc, d'après cette philosophie, tous, on a de la paresse, cette création. On a de la paresse dans le sang. On est paresseux. C'est pourquoi lorsqu'il fait froid, qu'est-ce qu'on fait? On aimerait bien rester chez soi, caché, en train de boire un verre de thé, et de regarder des films, il y a 3 heures et 6 heures, tranquillement. On est paresseux. L'être humain est paresseux d'après cette philosophie. Et donc, puisqu'il est paresseux, peut-être là, supposons qu'on a un travail. On aimerait bien, qu'est-ce qu'on aime? Que ce travail, la charge de travail soit la plus faible possible. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on voit faire l'administration publique? Je l'ai vu d'ailleurs rien qu'hier. J'ai vu les égalisations, et il y a seulement une personne qui travaille. Un bureau où il y a 4 personnes. Les autres sont en train de jouer le téléphone, de regarder la fenêtre, de parler, etc. Et il n'y en a que des gens qui attendent, les citoyens qui attendent. Mais les autres, je dis, c'est normal pour moi. L'être humain est paresseux, ils sont paresseux. Et pourquoi l'autre il travaille? Parce qu'il fait avec la signature. Il y a ceux qui achètent des voitures qui vendent, et par voie de conséquence, ils laissent quelques 40 dirhams, 20 dirhams. C'est pourquoi ils travaillent. La vraie motivation, c'est l'argent, pas la valeur de travail. Les autres n'avaient pas de motivation, parce que les 2 dirhams qu'ils vont recevoir, c'est la vignette, c'est 2 dirhams. Ils n'ont rien gagné, c'est pourquoi leur travail est assez long. Ils sont surtout, ils sont des femmes. Je n'ai rien contre les femmes. À chaque fois une femme dans l'administration publique, qu'est-ce que je vois? Une femme qui pense à son mari, à ses problèmes, et la cuisine, l'administration, il voit la recette le samedi, il le prépare à partir de mercredi. Enfin, c'est pourquoi oui, c'est un travail. C'est pour dire que être positif, c'est un travail. Voilà. Pour ne pas dire que les hommes ils sont tous bosseurs, travailleurs. Non. Là aussi, les hommes et les femmes, ils ont leur part dans le développement ou le sous-développement. Bien. Mais on a compris que, d'après cette philosophie, l'homme est naturellement paresseux. Bon, comment enlever la paresse? Vous le savez. Si on veut leur enlever la paresse, quelle est la solution? L'argent. Oui, la motivation avec l'argent. C'est ce que je dis souvent. Supposons, c'est un exemple que je viens de donner. Supposons que votre papa vous dit, mon fils, tu es maintenant grand, très bientôt tu vas avoir un diplôme, tu vas te marier, tu vas avoir une famille, tu vas commencer à faire, ça va, tu fasses la prière, oui, papa. Vous savez, lorsqu'on dit oui, oui, on est d'accord sur le principe, sauf que je ne suis pas encore prêt. Peut-être que je ne serai jamais prêt. Voilà. Mais en tout cas, oui, ça se voit. Et vous ne l'avez pas fait. Mais votre papa est très intelligent, il vous a compris. Vous êtes paresseux. Et la philosophie qui va avec le paresseux, c'est la philosophie matérialiste, l'argent. Et le lendemain, il s'est réveillé à 5 heures du matin. Il vous a réveillé. Il dit, papa, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas. Voilà. Sauf qu'il n'a pas parlé. Il a glissé avec le milligramme et il l'a fait passer sur le nez. Comme ça, votre gars a commencé à sentir. Quelqu'un qui a la philosophie matérialiste, elle sent l'argent, elle a le flair. Et déjà, lorsque elle a commencé à palper pour compter son copain, c'est mille, ça fait, voilà. Et il s'est réveillé rapidement, sans poser de questions. Est-ce que tu veux, papa? Est-ce que je veux que je fasse? La prière, voilà, je vais faire toutes les prières maintenant. Il a dit, c'est donc la meilleure façon. La meilleure façon pour combattre la paresse, c'est l'argent. C'est la motivation financière. D'ailleurs, moi je ne vous demande pas de croire ça, mais je vous explique les soubassements théoriques de Taylor. Pourquoi Taylor, il a proposé sa théorie, il était convaincu, lui, de ça. D'ailleurs, si on pose la question à chacun d'entre vous, entre nous, pourquoi vous êtes ici? Toujours les Marocains apportent une réponse immédiate. Parce que les Marocains sont intelligents. Ils n'apportent pas toute la réponse. Pourquoi tu es ici? Pour faire des études. Maintenant, parce qu'on n'est pas là pour faire des études.
Quelqu'un d'autre, il peut aller beaucoup plus loin. Je suis ici pour réussir ce semestre. Mais pas encore la vraie réponse. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il peut dire? Je suis ici pour réussir l'année. C'est bien, on progresse. C'est pas encore la bonne réponse. Quelqu'un d'autre, il peut aller juste un petit peu. C'est pour avoir un diplôme. Enfin, c'est bien. Quelqu'un d'autre peut aller encore plus loin. C'est pour avoir un diplôme et être qualifié pour faire un travail utile pour la société. C'est très très bien. C'est pas encore, c'est parce qu'on n'a pas dit. Je suis ici, c'est pour avoir un salaire, pour avoir une situation, ou avoir, autrement dit, d'une façon ou d'une autre, avoir de l'argent. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas que c'est mauvais, c'est bon. On dit, voilà, les sous-bassements de notre action. Pourquoi on agit d'une certaine façon? Parce que, d'après cette philosophie, c'est pas d'après moi, parce que derrière toutes nos actions, derrière ça, il y a de l'argent. D'ailleurs, c'est toujours cette philosophie, c'est très important de comprendre pour comprendre tout ce qui est va suivre. D'ailleurs, si on dit à une femme, pourquoi tu te maries? Dire non, c'est pour avoir des enfants. C'est pour avoir un foyer, une famille. Parce que même cette femme, elle ne pense pas. Parce que parfois, on ne sait pas. Il y a le conscient, il y a le subconscient. Le subconscient, la femme choisit toujours quelqu'un qui va subvenir à ses besoins, la nourriture. C'est comme les femmes du préhistoire. Ils choisissent l'homme capable, pas l'homme le plus beau, mais l'homme capable d'aller affronter le lion et d'apporter la nourriture. Voilà, on ne choisit pas, voilà, on choisit quelqu'un. C'est pourquoi même les oiseaux, vous savez, les femelles, les oiseaux, voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Les oiseaux garçons, ils préparent le nez, les nez, etc. Et les oiseaux jeunes femmes, voilà, jeunes femelles, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pour choisir pas l'oiseau, mais le nez, le nez le plus beau, le plus solide, le plus costaud, etc. Ils ne choisissent pas l'oiseau pour des critères des feuilles tendues, mais pour la solidité, pour la robustesse. Quelqu'un qui va l'aider à élever ses enfants, voilà. Et c'est pour dire que c'est la philosophie matérialiste, pas sentimentale. Je dis même la nature, elle est organisée de cette façon matérialiste. Je ne sais pas de vous convaincre, parce que moi-même je ne suis pas matérialiste, mais j'essaie de vous dire, d'essayer de comprendre c'est quoi cette philosophie dont elle est organisée. Bien. Donc maintenant, vous voyez que chacun cherche son intérêt. Et vous le connaissez depuis les théories économiques. On cherche. Lorsque chacun cherche son intérêt, l'intérêt général se réalise. C'est ça l'idéologie de Taylor. C'est pourquoi il y a l'intérêt de capitaliste, l'employeur, mais il y a l'intérêt de l'employé. Quel est l'intérêt de l'employeur? C'est réaliser plus de bénéfices. Quel est l'intérêt de l'employé? C'est son salaire doit augmenter. Mais comment concilier l'inconciliable? Parce qu'apparemment c'est un peu paradoxal. Comment en même temps que faire en sorte que l'employeur soit content et l'employé soit aussi content et heureux. Taylor nous dit, il a l'élément, c'est quoi la réponse? Pour permettre de concilier l'intérêt de l'employeur et l'intérêt de l'employé, il faut l'organisation, il faut que le travail soit organisé sur une base scientifique, l'OST. Ça veut dire, c'est quoi cette base scientifique? Ça veut dire un enchaînement logique des choses et des situations. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on doit dire à l'ouvrier? Tu veux avoir plus de salaire? Oui. Tu vas augmenter ton rendement. Et si chacun augmente son rendement, la productivité de l'entreprise va augmenter. Et si la productivité de l'entreprise va augmenter, l'entreprise va réaliser plus de bénéfices. Plus de bénéfices, c'est dans l'intérêt de l'employeur. Et comme ça, pour faire continuer ce cercle vertueux, l'employeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter le salaire. Et comme ça, l'intérêt des deux se réalise à travers ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail. Et voilà la philosophie taylorienne. Et d'ailleurs, la méthode de Taylor, c'est le fruit de cette philosophie. Bien. On a compris que derrière la théorie, il y a un homme important, il y a une politique solide, consistante, et l'homme, il avait une philosophie. C'est pas un dessus tout le monde. Il a une réflexion, il a une pensée. On peut être d'accord ou pas d'accord, c'est pas ça le plus important. Et cette théorie, c'est le fruit de tout ça.
Et un élément très important dans sa vie. Loin de l'histoire, ça veut dire que dans la vie, de façon générale, ça peut vous dire aussi, si un chemin est meilleur, si un chemin est efficace, il ne peut être qu'un seul chemin. C'est philosophique. Il n'y a qu'un seul chemin de développement. Il n'y a qu'un seul chemin de progrès. Il n'y a qu'un seul chemin pour réaliser les objectifs. C'est philosophique. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? Enfin, c'est pas ça le problème. Mais ce sont les croyances de Taylor. Taylor croyait au One Piece. Mais lui, maintenant c'est la philosophie. On transforme cette philosophie en idéologie. C'est quoi l'idéologie? Il a découvert, lui, la solution. Comment assurer la réussite? C'est à travers l'OST. Il a trouvé le chemin. Et donc ce chemin est le meilleur. Quel est ce chemin? C'est son chemin. C'est lui qui l'a créé. Vous avez compris la relation entre la philosophie et l'idéologie. Donc il est parti d'un élément philosophique. Si on arrive à trouver un chemin pour réaliser un objectif, ce chemin est le meilleur. Et on doit l'adopter sans discussion. Et lui a découvert comment concilier entre l'intérêt de l'employeur et de l'employé. C'est l'OST. Et donc, puisqu'il a découvert le chemin, ce chemin ne peut être que unique. Ça veut dire tout autre débat est inutile. Toute autre discussion à propos du sujet est inutile. C'est lui qui a découvert le chemin. Et d'ailleurs, ça va être la base des critiques qu'on va adresser par la suite au taylorisme dans son ensemble, et plus particulièrement à sa théorie d'organisation scientifique de travail. C'est One Best One. Alors maintenant, les principes et la méthode de Taylor. L'objectif de la méthode, parce que la méthode taylorienne, il a un objectif. Cet objectif découle de la problématique. L'objectif, c'est l'encadrement rigoureux de la main-d'œuvre. Encadrer. Ça veut dire quoi encadrer la main-d'œuvre? Encadrer quelque chose qui a besoin d'être cadré. C'est l'ouvrier. Parce que l'ouvrier est paresseux. Parce que l'ouvrier est méchant. Parce que l'ouvrier est tricheur. Parce que l'ouvrier est menteur. Est-ce qu'il doit être libre dans le travail? Non. Il doit être encadré pour diminuer sa paresse, diminuer la tricherie, diminuer les mensonges. Je vous donne un exemple. Parce qu'on a des examens. Est-ce qu'on laisse les étudiants seuls passer les examens? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance. Parce qu'on croit que les étudiants sont tricheurs, sont menteurs, etc. C'est une conception, c'est une philosophie, c'est une conception. C'est pourquoi qu'est-ce qu'on fait? On encadre les études. Vous avez compris la relation. La même chose, donc on est quoi? On est des adeptes de l'approche classique. Que l'être humain est paresseux, est tricheur, est méchant, et donc il doit être contrôlé, surveillé, et si on le laisse seul, bonjour les problèmes. C'est l'approche classique. Est-ce que l'approche classique est critiquable? Oui. Est-ce qu'il est applicable? Oui. Est-ce qu'on doit l'appliquer? Oui. Enfin, d'après moi. Enfin, est-ce qu'on est tous prêts, le monde, à adopter les nouvelles approches d'organisation? Non. C'est pourquoi la Chine qui se développe, elle est adepte de l'approche classique de l'organisation de ces entreprises. Parce qu'ils croient ils sont encore à une étape du début du XXe siècle par rapport aux États-Unis. Et c'est pour dire qu'une approche peut être classique, mais elle peut être applicable. C'est pourquoi l'approche classique, elle est toujours d'actualité, elle est toujours à jour, jusqu'à présent. La majorité des entreprises, elles organisent leur travail selon cette approche classique. Donc, on encadre les ouvriers. Pourquoi? Pour rationaliser le comportement. C'est quoi rationaliser le comportement? Éviter la paresse et permettre à l'ouvrier d'effectuer ses tâches en éliminant tout ce qui est inutile. Ça veut dire en poussant l'ouvrier à se concentrer sur son travail pour ne garder dans le travail que ce qui est utile. Par exemple, ce qui est utile. Le travailleur a l'habitude de parler avec son collègue. Pour le travail, comportement inutile. Parce qu'il se déconcentre. Et c'est parce que le travail se déconcentre qu'il y a des accidents de travail. Quelqu'un qui perfore la main, quelqu'un qui tombe du 5e étage. Pourquoi? D'après cette théorie. Déconcentration. Le comportement n'est pas rationnel. Les gestes ne sont pas calculés. Les pas ne sont pas calculés. C'est pourquoi les entreprises organisées, qu'est-ce qu'on fait?
on met un schéma, on trace les allées. Ouvrier, tu dois passer à droite, à 50 mètres à gauche, et puis tu dois revenir. On trace, parce que si on le laisse libre, il va y avoir ce qu'on appelle la flânerie. C'est quoi la flânerie? C'est le fait de quitter le travail, d'aller boire un café, d'aller fumer une cigarette. Non, tout est chronométré, tout est tracé d'avance selon un schéma de travail professionnel établi d'avance. Qui est derrière ça? C'est ces théories, enfin cette organisation scientifique de travail. Donc, et c'est en rationalisant le comportement de l'ouvrier qu'on va obtenir le rendement et par voie de conséquence la productivité. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on va voir, c'est cette méthode qu'on va voir la semaine prochaine. Merci pour l'attention. Et quelqu'un que dans le travail d'un ouvrier, le compromettre, qu'est-ce qu'un compromettre? C'est un chef d'équipe ouvrier. Un ancien ouvrier, il accumule d'expérience, il devient un chef sur une équipe d'ouvriers. C'est ce qu'on appelle un compromettre, ce qu'on appelle aussi un chef de section. Qu'est-ce qu'un chef de section? Un chef d'équipe d'ouvriers. Qui peut être un chef d'ouvrier? Ça ne peut être qu'un ancien ouvrier qui a de l'expérience. Il poursuit les études. Moi, il a obtenu le diplôme d'ingénieur. Donc, c'est pas, il n'était pas, voilà, il avait une philosophie de progrès. Voilà, progrès. Il n'a pas dit que Dieu a pris mes yeux, donc je vais mourir, je vais me suicider, c'est la fin de la vie, etc. Pourquoi, mon Dieu, quel pays, etc., quel papa, parce qu'il y a ceux qui n'aiment pas ni leur papa, ni leur pays, ni leur maman, ni leurs voisins, ni leur maison, rien de tout, ni leur nom. Ils préfèrent même changer de nom, changer de visage. Il y a ceux qui n'aiment pas leur visage, ceux qui n'aiment pas leurs cheveux, ceux qui n'aiment pas. Il veut dire que non, c'est pas, enfin, mon nom. Qui fait le nom? C'est moi-même. Si mon papa n'a pas fait le nom, c'est moi qui vais faire de mon nom un nom qui est important. Enfin, c'est pour dire que c'est ce qu'on appelle la philosophie de progrès. Et Taylor, il était dedans. Parce qu'auparavant, personne ne connaissait Taylor. Le nom de Taylor, il était inconnu. Et maintenant, le monde entier, Taylor est connu. Qui a fait de ça? C'est Taylor lui-même, à travers son travail. Et d'un ingénieur, il est devenu directeur d'entreprise, et vers la fin, il est devenu un grand conseiller en management et en organisation. Un consultant en organisation. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a des problèmes organisationnels, on fait appel à Taylor pour résoudre ces problèmes en organisation dans les entreprises. Et vers la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a capitalisé ses connaissances et ses expériences. Il dit que dans tel problème, j'ai fait ça. Dans tel autre problème, j'ai fait ça. Et il a écrit ça dans un livre, et ça va être le berceau, le noyau de sa théorie, organisation scientifique de travail. Donc, c'est une théorie issue de l'expérience. C'est une théorie, sa théorie, elle est issue de son expérience. C'est pas comme quelqu'un, c'est pas comme un professeur qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais dirigé, qui n'a jamais côtoyé le travail et théorise. C'est une théorie, enfin purement théorique. Mais cette théorie, elle est pratique parce que basée sur une expérience effective dans le milieu de travail. Donc, c'est pourquoi cette théorie? C'est quoi? Organiser le travail. Quel travail? Est-ce qu'il va parler de travail de cadre? Non, il va organiser le travail de l'ouvrier. Parce que lui-même, il était un ouvrier. Il sait qu'est-ce qu'un ouvrier et quels sont les ouvriers, quelles sont les caractéristiques des ouvriers. Donc c'est pourquoi il est le mieux placé pour organiser le travail de l'ouvrier. Voilà, c'est pourquoi on distingue entre théorie pratique et théorie fondamentale. Sa théorie, elle était une théorie pratique parce qu'elle était issue d'une pratique. Voilà, c'est une promotion professionnelle exceptionnelle. Parce que généralement, quelqu'un qui commence apprenti, il finit sa vie comme ouvrier, généralement. Mais lui, il a commencé comme apprenti pour devenir le fondateur de management et des théories d'organisation. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Derrière toute théorie importante, il y a un homme important, il y a une problématique. Attention maintenant, on ne doit pas confondre entre problème et problématique. Parce que pour un problème, qu'est-ce qu'on fait? On dit problème mathématique, par exemple. On ne dit pas problématique au niveau des mathématiques, on dit un problème mathématique. Au niveau de management, c'est des sciences sociales et humaines. On ne préfère pas parler en termes de problème, mais en termes de problématique. Et dans la problématique, on n'apporte pas de réponse. Il n'y a pas une réponse, on a une solution.
problématique. On traite la problématique. On cherche la solution à un problème. On cherche à résoudre un problème. Mais une problématique, c'est pas une problématique, on traite la problématique. Et on va essayer de comprendre. C'est d'ailleurs même l'examen dans cette matière, ce qu'on vous a dit. L'examen, il n'y a pas de question. Parce qu'on ne cherche pas une solution. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça. Ça n'existe pas ici. Parce qu'on ne cherche pas. C'est un domaine un peu plus vaste que ça. On ne peut pas poser une question à laquelle on attend une réponse. Voilà. Il n'y a pas de question, il y a un sujet à traiter. Ça veut dire une problématique à traiter. On va essayer d'ailleurs de s'habituer à cette méthode avec la progression de cours et des théories. Bien. Donc, voilà, il a fait un rapport à Delia. Ça, c'est son livre le plus important. C'est les principes de management scientifique. Voilà. C'est son livre, le seul livre qu'il a écrit. Un seul livre. Et tout ce qu'on va faire dans sa théorie est déduit et dérivé de ce livre. C'est les principes, en français, les principes de management scientifique. Voilà, c'est son apport, et c'est pas un apport, c'est un grand apport, seulement avec un seul livre de quelques 250 pages, qui est fondateur de tout le management. C'est pour dire que c'est pas toujours la quantité qui compte, et c'est la qualité de la rédaction basée sur l'expérience et la compétence en tant qu'ouvrier, par la suite en tant que manager, qui a donné de l'importance à son œuvre. Voilà. Et là, donc, je jetais les bases de la théorie des organisations, parce que c'est lui le premier à avoir théorisé là-dessus. Donc, la base de cette matière, la base de la théorie d'organisation, c'est Taylor. Vous voyez, c'est le début du XXe siècle. Et on vous a expliqué pourquoi le XXe siècle, vu le contexte qu'on a déjà traité. Alors maintenant, la problématique. Finalement, toute théorie, pour toute théorie importante, il doit y avoir un point de départ, c'est la problématique. Il y a une problématique. Je peux déjà commencer par donner un exemple à travers la problématique de l'OST. C'était quoi la problématique? Vous voyez que pour Taylor, étant donné qu'il était déjà un ouvrier, la problématique, c'est comment augmenter la productivité de l'entreprise. Comment augmenter la productivité de l'entreprise, sachant que les ouvriers ils sont issus de l'exode rural et de l'immigration, sachant que les ouvriers ne sont pas qualifiés. Donc on a des ouvriers non qualifiés. Voilà un problème. L'entreprise a un autre problème. Il veut augmenter la productivité. Ça veut dire quoi, augmenter la productivité? Ça veut dire produire plus avec le minimum de moyens. C'est un autre problème auquel. Donc, on a, et en plus, il y a de plus en plus d'entreprises, donc il y a de plus en plus de concurrence. On a un troisième problème, etc. Donc, l'ensemble de ce problème donne une problématique. Donc, pourquoi est-ce que pour ce problématique, il va y avoir une réponse? Pas une réponse, mais il doit y avoir plusieurs réponses. Comme on l'a dit, on traite la problématique, on résout un problème, mais lorsqu'il y a problématique, on traite la problématique dans son ensemble et dans son environnement. Bien, ça va être ça la problématique. Comment intégrer et diriger une main-d'œuvre abondante dans des usines, des grandes entreprises récentes, où on fait travailler des centaines d'ouvriers dans une main-d'œuvre abondante. Comment on va les organiser? Comment on va les diriger? Et cette main-d'œuvre, elle est rurale. Rurale n'est pas ce critique, mais ce caractéristique. Ça veut dire quoi? Rural, ça veut dire qu'on est habitué à la nature. C'est un espace ouvert. Alors maintenant, ils doivent travailler dans l'entreprise. C'est un espace fermé. Un espace, sur le plan psychologique, on ne peut pas passer directement, on ne peut pas être comme ça, d'un milieu rural, ouvert, la nature, vers un milieu sale, fermé, tel que les usines. Et le bruit des machines. Ce n'est pas facile de passer de cette situation à une autre situation. Donc, comment intégrer et diriger une main-d'œuvre abondante, rurale, et surtout peu qualifiée? Ça veut dire, parfois, ils n'ont pas de sous-instruction, pas de scolarité, et on doit les faire travailler
Et on cherche à ce que cette main-d'œuvre augmente son rendement. C'est quoi le rendement? Il y a le rendement, il y a la productivité. Il n'y a pas de différence, sauf que le rendement s'applique à des personnes, à des ouvriers, au personnel, ce qu'on appelle le personnel, alors que la productivité s'applique à toute l'entreprise, dans son ensemble, hommes et machines, c'est-à-dire les équipements en relation avec les machines, ça donne l'entreprise. Donc le rendement s'applique aux personnes, la productivité s'applique à l'entreprise. On dit la productivité de l'entreprise, on dit le rendement de salarié et la productivité de l'entreprise. Et c'est quoi la productivité de l'entreprise? C'est la conséquence du rendement de tous les salariés. Le rendement de tous les salariés explique la productivité de l'entreprise. Et c'est quoi la productivité? C'est un rapport entre production réalisée et facteurs de production utilisés. Production réalisée et facteurs de production utilisés. Ça nous donne une productivité. Et toutes les entreprises jusqu'à présent cherchent à augmenter, à améliorer leur productivité. Et pour Taylor, d'où va venir la productivité? De l'encadrement de l'ouvrier, de l'organisation de travail de l'ouvrier, ça veut dire de rendement. Voilà la problématique. Vous voyez qu'il y a plusieurs problèmes posés dans cette problématique. Mais on essaie de concentrer. Donc, la problématique de l'EST, c'est comment augmenter le rendement de l'ouvrier pour permettre l'amélioration de la productivité dans l'entreprise. Est-ce qu'on peut trouver une réponse, une seule réponse à tout? Non, il y a plusieurs réponses et plusieurs pistes. C'est pourquoi ce n'est pas un problème, mais c'est une problématique. Bien, c'est ça la problématique. Et pour traiter cette problématique, derrière toute, qu'est-ce qu'on a dit? Je résume. Derrière toute théorie importante, il y a un homme exceptionnel. Un homme, une femme, essentiel est l'être humain, exceptionnel. Deuxièmement, il y a une problématique intéressante, quelque chose qui peut intéresser n'importe qui, voilà. Surtout dans ce domaine. Troisièmement, une philosophie. Quelqu'un qui n'a pas de philosophie, c'est un technicien, ou un technocrate. C'est pas mauvais, mais sauf que il ne peut pas être. C'est un technicien. C'est comme lorsque. Je vous donne un exemple. Pour faire de la comptabilité générale, est-ce qu'on a besoin d'avoir une philosophie? Non. La comptabilité est un travail technique, pas scientifique, technique. J'ai acheté, donc achat, classe 6. Avec quoi? La banque. Débit, crédit. J'ai vendu, classe 7. J'ai reçu l'argent, est-ce que c'est espèce, est-ce que c'est comptant, est-ce que c'est par chèque, et soit banque, soit caisse, soit créance. Vous voyez, c'est technique. Et c'est pourquoi tout ce qui est technique est programmable sur PC. À chaque fois qu'on peut programmer sur PC, avec un logiciel d'application, ça veut dire que c'est technique, mais ce n'est pas scientifique. La technique, c'est l'issue de la science. Alors que la science ne peut jamais être programmable. J'explique. C'est pour dire que finalement, c'est lorsque derrière toute théorie va aboutir à des techniques, à des méthodes. Mais avant la technique et la méthode, il y a une philosophie qui explique l'aboutissement. Je peux le dire autrement. C'est ce qu'on appelle, le domaine aussi théorique, l'économie, la politique, les sciences po, les sciences politiques, l'idéologie. L'idéologie basée sur une philosophie. Et on doit connaître la philosophie derrière cette théorie. C'est pourquoi, troisième point, c'est la philosophie de Taylor. Quels sont les sous-bassements philosophiques? Par exemple, vous gérez des hommes, par exemple. Vous gérez des hommes. Vous dirigez une petite équipe de travailleurs, mais si vous allez la diriger comme ça, sans sous-bassement philosophique, ça n'aura aucun goût. Il n'y a pas de goût. Comment on distingue les hommes importants, les êtres humains importants, et les personnes distinguées? Comment on les distingue? C'est par leur philosophie. Et leur philosophie, on ne l'explique pas directement, mais ça se sent, ça se voit, qu'ils sont différents. Si chacun est différent, c'est qu'elle a une personnalité différente. Et si quelqu'un a une personnalité différente, c'est qu'elle a une philosophie. Voilà. Et si quelqu'un n'a pas de philosophie, il est monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille, il mange, il dort, il se réveille, il travaille, il va au café, on vient du café, il dort, il mange un
un quotidien routinier. Il n'a pas de philosophie. Il va vivre normal. Il va vivre normal. Et l'au-delà, on ne sait pas. Peut être normal, mais peut être anormal. Mais l'essentiel, c'est sous tout le monde. Ce n'est pas une critique, c'est une caractéristique. Mais les personnes distinguées sont rares. On trouve 5 pour 1000, jusqu'à 10 pour 1000. Ça dépend des sociétés. Mais elles ont une personnalité différente, une façon différente, un travail différent, et tout ça sur la base d'une philosophie. On peut être d'accord sur la philosophie ou pas d'accord. L'essentiel, ils sont différents par leur philosophie. C'est comme Taylor, ce qui a expliqué le fait, la théorie qu'il a développée. D'abord, le premier élément dans la philosophie de Taylor, c'est que Taylor est un adepte de la philosophie matérialiste. Ça veut dire quoi? Que dit cette philosophie, généralement? Que tous les hommes, hommes et femmes, qu'est-ce qu'ils cherchent? L'argent. La prospérité vient de l'argent. C'est une prospérité matérielle. Le bonheur vient d'où? De l'argent. Si on est malheureux, c'est pas parce que Kauza a perdu son fiancé. Non. Les vrais malheurs, c'est lorsqu'on manque d'argent. C'est pas parce que n'a pas. Non, le vrai malheur, ce sont des malheurs matérialistes en relation avec l'argent. Parce que si Kauza a perdu finalement, c'est Kauza a de l'argent, il va trouver très c'est l'argent qui compte. C'est pas moi qui le crois. C'est la philosophie matérialiste. Avec l'argent, on peut acheter tout. Avec l'argent, on peut avoir tout. Et notre bonheur vient de l'argent, le côté matériel. C'est une philosophie. On est d'accord, pas d'accord, c'est le plus important. Le plus important, c'est que Taylor croyait en cette philosophie. Il était matérialiste. Il était fier d'être matérialiste. Il dit que son père est devenu un grand industriel et riche aux États-Unis que parce qu'il était matérialiste. Et que ceux qui n'étaient pas matérialistes, ils sont devenus pauvres, très pauvres. Ils vivaient les sentiments. Je t'aime, tu m'aimes. Il l'aime, il ne l'aime plus. Etc. Mais finalement, ils vont perdre toute leur vie. Il m'a aimé, je l'ai aimé. Il va m'aimer, je le vais l'aimer, etc. Mais finalement, on perd beaucoup de temps inutilement. Et la philosophie matérialiste, il ne croit pas au sentiment. Il croit à l'intérêt. Ça, monsieur, bonjour, bonjour, qu'est-ce que tu veux? Je veux te connaître. Pourquoi? Parce que tu es ma cible. Et pourquoi? Parce que je vois mon intérêt. C'est la philosophie matérialiste. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Mais c'est une philosophie qui est le soubassement de cette théorie, l'organisation scientifique de travail. Ne cherchez pas quelqu'un que vous aimez, mais cherchez quelqu'un qui va vous aider à réaliser vos intérêts. C'est la philosophie matérialiste. C'est pas méchant. Enfin, c'est pratique, c'est pragmatique, c'est réaliste. Ça peut rapporter gros. Deuxième élément dans cette philosophie. Le fondement de la prospérité matérielle. Tout le monde cherche le bonheur matériel. Et où va venir ce bonheur matériel? Après, voilà Taylor, où il transforme la philosophie. La philosophie matérielle, c'est une philosophie de travail. Pour devenir riche, il faut travailler pour augmenter la productivité. J'explique. Et c'est là où il y a l'idéologie. Si quelqu'un est pauvre, n'a pas assez d'argent, pas assez de revenus, Taylor, qu'est-ce qu'il essaie de lui dire implicitement, pas explicite, mais implicitement? Tu veux devenir riche, ça veut dire que tu dois augmenter ton salaire. Oui. Et pour augmenter ton salaire, l'entreprise doit gagner plus. L'entreprise où tu travailles doit gagner plus d'argent. Oui. Et pour que l'entreprise gagne plus d'argent, elle doit être productive. C'est-à-dire que sa productivité doit s'améliorer. Oui. Et pour que sa productivité s'améliore, la productivité, c'est le résultat de rendement. Tu dois développer ton rendement. Augmente ton rendement, comme ça la productivité de l'entreprise va augmenter, et comme ça les bénéfices de l'entreprise vont augmenter, et comme ça l'entreprise va distribuer plus de salaire. Et tu deviens riche. C'est l'idéologie. Ça veut dire, c'est quelqu'un est pauvre, implicitement aussi, c'est quelqu'un est pauvre. C'est la conséquence, c'est le résultat normal, étant vu qu'il ne travaille pas
pas trouver le vous. Donc il ne va pas dire que je suis pauvre parce que l'État n'a pas fait, parce que les autres, parce que Dieu, parce que le bus n'était pas là à l'heure, parce que j'ai raté mon examen, parce que... Mais elle est pauvre parce qu'elle a voulu rester pauvre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas développé son rendement. Son rendement fait les études, parce que son rendement fait le travail, son rendement fait la vie, son rendement social, son rendement... Et ces rendements impliquent la productivité d'entreprise, pas seulement d'entreprise. Productivité de toutes les entreprises, la productivité de l'administration publique, la productivité de l'économie. Lorsqu'il y a plus de productivité au niveau de l'économie, il y aura plus de valeur ajoutée créée. Plus de valeur ajoutée créée, ça veut dire qu'il y a plus de PIB, produit intérieur brut. Donc plus de richesse, plus de revenus distribués, et ça donne des pays riches, des pays pauvres. D'où vient tout ça? De travail. C'est ce qu'on appelle la philosophie de travail. Si on voit des pays développés, en fait, c'est grâce à quoi? Travail. Le rendement. Si on voit des pays sous-développés, c'est à cause de qui? Enfin, à cause de quoi? À cause de travail, à cause de manque de rendement qui implique manque de productivité et donc à un niveau inférieur au niveau de produit intérieur brut qui implique un niveau inférieur au niveau en termes de richesse. Voilà l'idéologie derrière cette philosophie de Taylor et qui va donner ce qu'on appelle le Taylorisme. Deuxième élément, donc, pour devenir riche, pour réaliser ce bonheur matériel, et il faut travailler plus. Voilà implicitement ce qu'implique ce deuxième élément. Troisième élément. C'est d'ailleurs ce que j'étais en train d'expliquer. La productivité qu'on cherche, et qui est la base de la prospérité matérielle, elle vient de rendement de chaque personne au travail. Vous voyez que c'est l'idéologie derrière ça. L'idéologie, c'est une idéologie capitaliste, par opposition à l'idéologie marxiste. Parce que comment les marxistes expliquent la pauvreté? Ils l'expliquent par la lutte des classes. Ça veut dire la classe des capitalistes qui exploitent la main-d'œuvre et la plus-value réalisée, au lieu qu'il soit partagé entre la société et les monopolisé par les propriétaires, par les capitalistes. C'est l'idéologie marxiste, c'est une autre idéologie. On n'est pas contre, on n'est pas avec. On essaie de comprendre les idéologies et qui donnent naissance à des théories. Voilà une autre idéologie qui dit que le pauvre, il est pauvre parce qu'il a voulu rester pauvre, parce qu'il n'a pas fait assez de travail, parce qu'il n'a pas souffert, parce qu'il n'a pas... C'est comme un capitaliste. Comment devenir un capitaliste? C'est qu'il faut souffrir. Il faut réaliser ce qu'on appelle l'accumulation préventive du capital. Et comment accumuler le capital? Parce que je ne peux pas vivre. Enfin, il faut accepter la souffrance. De voir la dépense et de ne pas dépenser. De voir le produit et de ne pas l'acheter. Et c'est comme ça qu'on réalise ce qu'on appelle l'accumulation préventive de capital. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'accumulation préventive de capital? C'est le commencement de l'investissement. C'est d'après l'équation keynésienne. Vous connaissez l'équation keynésienne? L'épargne. À quoi est égal l'épargne? C'est le point de la consommation. Si on augmente la consommation, l'épargne. Et si on diminue la consommation, plus d'épargne, d'après la théorie keynésienne, c'est cette épargne qui se transforme en investissement. En investissant, on peut devenir riche. On va devenir capitaliste. Donc si quelqu'un ne souffre pas, ou ne veut pas souffrir, d'après l'idéologie, il ne peut jamais espérer devenir riche. Être riche, à la base, c'est une souffrance. Et pourquoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on dit chez nous? Enfin, un proverbe marocain, d'ailleurs, très célèbre et très connu, que l'âge d'enfant, on doit travailler pour préparer l'âge de l'adulte. Voilà, c'est très bien. C'est ça. L'idéologie, c'est conforme à Taylor. Dans notre perception, on est d'accord avec. C'est quelqu'un vers la fin, à 50 ans, elle est pauvre. C'est que lorsqu'elle était jeune, il ne s'est pas préparé à la situation et à la cinquantaine. Voilà. C'est pour dire que c'est une idéologie, c'est une façon de voir le monde, mais qui est tout à fait opposée à la vision marxiste. C'est tout à fait l'opposé. Oui, enfin, les deux sont dépendants, sauf parce qu'on dit la productivité d'entreprise, on justifie. C'est comme si on dit cette productivité ne dépend que des ouvriers. C'est un problème d'ouvriers, pas un problème de dirigeants, pas un problème de capitalistes. S'il y a un manquement à la productivité, c'est la productivité de l'entreprise. C'est à cause de qui? À cause de la faiblesse de rendement.
Donc, qui est responsable sur les malheurs de toutes les entreprises, d'après cette idéologie? Les hommes, c'est-à-dire les salariés. Voilà et c'est pourquoi je dis c'est l'idéologie, parce que finalement, on peut être d'accord sur un élément par élément, mais on peut ne pas être d'accord sur la logique d'ensemble. Là où cela ils veulent le conduire, pour dire que les malheurs des entreprises, donc de l'économie, ce sont les salariés. Voilà l'idéologie de Taylor. D'où viennent tous les malheurs, enfin, tous les malheurs et tous les problèmes, ils viennent de salariés. Et donc, l'homme est naturellement paresseux. On peut être d'accord sur cet élément, mais si on l'intègre dans le schéma global, ça va nous conduire très loin. Ça veut dire quoi l'homme est naturellement paresseux? L'homme dont dépend le rendement et la protection de l'entreprise est naturellement paresseux. Ça ne veut pas paresseux. Ça veut dire, donc, d'après cette philosophie, tous, on a de la paresse. C'est paresseux. On a de la paresse dans le sang. On est paresseux. C'est pourquoi lorsqu'il fait froid, qu'est-ce qu'on fait? On aimerait bien rester chez soi, caché, en train de boire un verre de thé, et de regarder les films, il y a 3 heures, les 6 heures, tranquillement. On est paresseux. L'être humain est paresseux d'après cette philosophie. Et donc, puisqu'il est paresseux, supposons qu'on a un travail. On aimerait bien, qu'est-ce qu'on aime? Que ce travail, la charge de travail soit la plus faible possible. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on voit faire l'administration publique? Je l'ai vu d'ailleurs hier, sur l'égalisation, il y a seulement une personne qui travaille. Un bureau où il y a 4 personnes. Les autres sont en train de jouer le téléphone, de regarder la fenêtre, de parler, etc. Et il n'y en a que des gens qui attendent, les citoyens qui attendent. Mais les autres, je dis, c'est normal pour moi. L'être humain est paresseux, ils sont paresseux. Et pourquoi l'autre il travaille? Parce qu'il fait avec la signature. Il y a ceux qui achètent des voitures qui vendent, et par voie de conséquence, ils laissent quelques 40 dirhams, 20 dirhams. C'est pourquoi ils travaillent. La vraie motivation, c'est l'argent, pas la valeur de travail. Les autres n'avaient pas de motivation, parce que les 2 dirhams qu'ils vont recevoir, c'est la vignette, c'est les dirhams. Ils n'ont rien gagné, c'est pourquoi leur travail est assez long, surtout ils sont des femmes. Je n'ai rien contre les femmes. À chaque fois une femme dans l'administration publique, qu'est-ce que je vois? Une femme qui pense à son mari, à ses problèmes, et la cuisine, l'administration, il voit la recette le samedi, il le prépare à partir de mercredi. Enfin, c'est pourquoi oui, c'est un travail. C'est pour dire que être positif, c'est un travail. Voilà. Pour ne pas dire que les hommes ils sont tous bosseurs et travailleurs. Non, là aussi. Enfin, les hommes et les femmes, ils ont leur part dans le développement ou le sous-développement. Mais on a compris que, d'après cette philosophie, l'homme est naturellement paresseux. Bon, comment enlever la paresse? Vous le savez. Si on veut leur enlever la paresse, quelle est la solution? L'argent. L'argent. Oui, la motivation avec l'argent. C'est ce que je dis souvent. Supposons, c'est un exemple que je viens de donner. Supposons que votre papa vous dit, mon fils, tu es maintenant grand, très bientôt tu vas avoir un diplôme, tu vas te marier, tu vas avoir une famille, tu vas commencer à faire, ça va, tu fasses ta prière, oui, papa. Vous savez, lorsqu'on dit oui, oui, on est d'accord sur le principe, sauf que je ne suis pas encore prêt. Peut-être que je ne serai jamais prêt. Voilà. Mais en tout cas, oui, ça se voit. Et vous ne l'avez pas fait. Mais votre papa est très intelligent, il vous a compris. Vous êtes paresseux. Et la philosophie qui va avec les paresseux, c'est la philosophie matérialiste, l'argent. Et le lendemain, il s'est réveillé à 5 heures du matin. Il vous a réveillé. Il dit, papa, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas. Voilà. Sauf qu'il n'a pas parlé. Il a glissé au Bilbira et il l'a fait passer sur le nez. Comme ça, notre gars a commencé à sentir. Quelqu'un qui a la philosophie matérialiste, il sent l'argent, il a le flair. Et déjà, lorsque il a commencé à palper pour compter sans le pas. C'est qu'il ça fait, voilà. Et il s'est réveillé rapidement, sans poser de questions. Est-ce que tu veux, papa? Est-ce que je veux que je fasse? La prière, voilà, je vais faire toutes les prières maintenant. Il a dit, c'est donc la meilleure façon
combattre la paresse, c'est l'argent. C'est la motivation financière. D'ailleurs, moi je ne vous demande pas de croire ça, mais je vous explique les soubassements théoriques de Taylor. Pourquoi Taylor, il a proposé sa théorie, il était convaincu, lui, de ça. D'ailleurs, si on pose la question à chacun d'entre vous, enfin, entre nous, pourquoi vous êtes ici? Toujours les Marocains apportent une réponse immédiate. Parce que les Marocains sont intelligents. Ils n'apportent pas toute la réponse. Pourquoi tu es ici? Pour faire des études. Maintenant, parce qu'on n'est pas là pour faire des études. Quelqu'un d'autre, il peut aller beaucoup plus loin. Je suis ici pour réussir ce semestre. Mais pas encore la vraie réponse. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il peut dire? Je suis ici pour réussir l'année. C'est bien, on progresse, mais c'est pas encore la réponse. Quelqu'un d'autre, il peut aller juste un petit peu, c'est pour avoir un diplôme. Enfin, c'est bien. Quelqu'un d'autre peut aller encore plus loin. C'est pour avoir un diplôme et être qualifié pour faire un travail utile pour la société. C'est très très bien. C'est pas encore, c'est parce qu'on n'a pas dit. Je suis ici, c'est pour avoir un salaire, pour avoir une situation, ou avoir, autrement dit, d'une façon ou d'une autre, avoir de l'argent. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas que c'est mauvais, c'est bon. On dit, voilà, les soubassements de notre action. Pourquoi on agit d'une certaine façon? Parce que, d'après cette philosophie, c'est pas d'après moi, parce que derrière toutes nos actions, derrière ça, il y a de l'argent. D'ailleurs, c'est toujours cette philosophie, c'est très important de comprendre, pour comprendre tout ce qui est là-dessus. D'ailleurs, si on dit à une femme, pourquoi tu te maries? Dire non, c'est pour avoir des enfants. Oui. C'est pour avoir un foyer, une famille. Parce que même cette femme, elle ne pense pas. Parce que parfois, on ne sait pas. Il y a le conscient, il y a le subconscient. Les subconscients, la femme choisit toujours quelqu'un qui va subvenir à ses besoins, la nourriture. C'est comme les femmes du préhistoire. Ils choisissent l'homme capable, pas l'homme le plus beau, mais l'homme capable d'aller affronter le lion et d'apporter la nourriture. Une femme voilà. On ne choisit pas, voilà. On choisit quelqu'un. C'est pourquoi même les oiseaux, vous savez, les femelles, les oiseaux, voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Les oiseaux garçons, ils préparent le nez, les nez, etc. Et les oiseaux jeunes femelles, voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pour choisir pas l'oiseau, mais le nez. Je trouve le nez le plus beau, le plus solide, le plus costaud, etc. Ils ne choisissent pas l'oiseau pour des critères d'éleveur tendu, mais pour la solidité, pour la robustesse. Quelqu'un qui va l'aider à élever ses enfants. Enfin, ses enfants, voilà. Et c'est pour dire que c'est la philosophie matérialiste, pas sentimentale. Je dis même la nature. Elle est organisée de cette façon matérialiste. Je ne sais pas de vous convaincre, mais parce que moi-même je ne suis pas matérialiste, mais j'essaie de vous dire, d'essayer de comprendre c'est quoi cette philosophie dont Taylor est adepte. Bien. Donc maintenant, vous voyez que chacun cherche son intérêt. Et vous le connaissez depuis les théories économiques. Lorsque chacun cherche son intérêt, l'intérêt général se réalise. C'est ça l'idéologie de Taylor. C'est pourquoi. Et il y a l'intérêt de capitaliste, l'employeur. Mais il y a l'intérêt de l'employé. Quel est l'intérêt de l'employeur? C'est réaliser plus de bénéfices. Quel est l'intérêt de l'employé? C'est son salaire doit augmenter. Mais comment concilier l'inconciliable? Parce que apparemment c'est un peu paradoxal. Comment en même temps que faire en sorte que l'employeur soit content et l'employé soit aussi content et heureux. Taylor nous dit, il a l'élément, c'est quoi la réponse? Pour permettre de concilier l'intérêt de l'employeur et l'intérêt de l'employé, il faut l'organisation, il faut que le travail soit organisé sur une base scientifique, l'OST. Ça veut dire, c'est quoi cette base scientifique? Ça veut dire un enchaînement logique des choses et des situations. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on doit dire à l'ouvrier? Tu veux avoir plus de salaire? Oui. Tu vas augmenter ton rendement. Et si chacun augmente son rendement, la productivité de l'entreprise va augmenter. Et si la productivité de l'entreprise va augmenter, l'entreprise va réaliser plus de bénéfices. Plus de bénéfices, c'est dans l'intérêt de l'employeur. Et comme ça, pour faire continuer ce cercle vertueux, l'employeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter le salaire. Et comme ça, l'intérêt des deux se réalise à travers ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail. Et voilà la
philosophie taylorienne. Et d'ailleurs, la méthode de Taylor, c'est le fruit de cette philosophie. Bien. On a compris que derrière la théorie, il y a un homme important, il y a une politique solide, consistante, et l'homme, il avait une philosophie. C'est pas dessus tout le monde. Il a une réflexion, il a une pensée. On peut être d'accord ou pas d'accord, c'est pas ça le plus important. Mais cette théorie, c'est le fruit de tout ça. Et un élément très important dans sa théorie, loin d'espoir, ça veut dire que dans la vie, de façon générale, ça peut le aussi. Si un chemin est meilleur, si un chemin est efficace, il ne peut être qu'un seul chemin. C'est philosophique. Il n'y a qu'un seul chemin de développement, il n'y a qu'un seul chemin de progrès, il n'y a qu'un seul chemin pour réaliser les objectifs. C'est philosophique. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? Enfin, c'est pas ça le problème. Mais ce sont les croyances de Taylor. Taylor croyait au mal d'espoir. Et lui, maintenant c'est la philosophie. On transforme cette philosophie en idéologie. C'est quoi l'idéologie? Il a découvert, lui, la solution. Comment assurer la réussite? C'est à travers l'OST. Il a trouvé le chemin. Et donc ce chemin est le meilleur. Quel est ce chemin? C'est son chemin. C'est lui qui l'a créé. Vous avez compris la relation entre la philosophie et l'idéologie. Donc il est parti d'un élément philosophique. Si on arrive à trouver un chemin pour réaliser un objectif, ce chemin est le meilleur. Et on doit l'adopter sans discussion. Et lui a découvert comment concilier entre l'intérêt de l'employeur et de l'employé. C'est l'OST. Et donc, puisqu'il a découvert le chemin, ce chemin ne peut être que unique. Ça veut dire tout autre débat est inutile. Toute autre discussion à propos du sujet est inutile. C'est lui qui a découvert le chemin. Et d'ailleurs, ça va être la base des critiques qu'on va adresser par la suite au taylorisme dans son ensemble, et plus particulièrement à sa théorie d'organisation scientifique de travail. C'est loi d'espoir. Alors maintenant, les principes et la méthode de Taylor. L'objectif de la méthode, parce que la méthode taylorienne, il a un objectif. Cet objectif découle de la problématique. L'objectif, c'est l'encadrement rigoureux de la main-d'œuvre. Encadrer. Ça veut dire quoi encadrer la main-d'œuvre? Encadrer quelque chose qui a besoin d'être cadré. C'est l'ouvrier. Parce que l'ouvrier est paresseux. Parce que l'ouvrier est méchant. Parce que l'ouvrier est tricheur. Parce que l'ouvrier est menteur. Est-ce qu'il doit être libre dans le travail? Non. Il doit être encadré pour diminuer sa paresse, diminuer la tricherie, diminuer les mensonges. Je vous donne un exemple. Parce qu'on a des examens. Est-ce qu'on laisse les étudiants seuls passer les examens? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance. Parce qu'on croit que les étudiants sont tricheurs, sont menteurs, etc. C'est une conception, c'est une philosophie, c'est une conception. C'est pourquoi qu'est-ce qu'on fait? On encadre les étudiants. Vous avez compris la relation. La même chose, donc on est quoi? On est des adeptes de l'approche classique. Que l'être humain est paresseux, tricheur, méchant, et donc il doit être contrôlé, surveillé, et si on le laisse seul, bonjour les problèmes. C'est l'approche classique. Est-ce que l'approche classique est critiquable? Oui. Est-ce qu'il est applicable? Oui. Est-ce qu'on doit l'appliquer? Oui. Enfin, d'après moi. Parce est-ce qu'on est tous prêts, le monde, à adopter les nouvelles approches d'organisation? Non. C'est pourquoi la Chine qui se développe, elle est adepte de l'approche classique d'organisation de ces entreprises. Parce qu'ils croient qu'elles sont encore à une étape du début du XXe siècle par rapport aux États-Unis. Et c'est pour dire qu'une approche peut être classique, mais elle peut être applicable. C'est pourquoi l'approche classique, elle est toujours d'actualité, elle est toujours à jour, jusqu'à présent. La majorité des entreprises, elles organisent leur travail selon cette approche classique. Donc, on encadre les ouvriers. Pourquoi
Pourquoi? Pour rationaliser le comportement. Ça veut quoi rationaliser le comportement? Éviter la paresse et permettre à l'ouvrier d'effectuer ses tâches en éliminant tout ce qui est inutile. Ça veut dire en poussant l'ouvrier à se concentrer sur son travail pour ne garder dans le travail que ce qui est utile. Pas ce qui est utile. Le travailleur a l'habitude de parler avec son collègue. Pour le travail, comportement inutile. Parce qu'il se déconcentre. Et c'est parce qu'au travail il se déconcentre qu'il y a des accidents de travail. Quelqu'un qui performe la main, quelqu'un qui tombe du 5e étage. Pourquoi? D'après cette théorie. Déconcentration. Le comportement n'est pas rationnel. Les gestes ne sont pas calculés. Les pas ne sont pas calculés. C'est pourquoi, par exemple, dans les organisées, qu'est-ce qu'on fait? On met un schéma, on trace les allées. On dit au ouvrier, tu dois passer à droite, à 50 mètres à gauche, et puis tu dois revenir. On trace. Parce que si on le laisse libre, il va y avoir ce qu'on appelle la flânerie. C'est quoi la flânerie? C'est le fait de quitter le travail, d'aller boire un café, d'aller fumer une cigarette. Non, tout est chronométré, tout est tracé d'avance, selon un schéma de travail professionnel établi d'avance. Qui est derrière ça? C'est cette théorie, enfin, cette organisation scientifique de travail. Donc, et c'est en rationalisant le comportement de l'ouvrier qu'on va obtenir le rendement et par voie de conséquence, la productivité. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on va voir, c'est cette méthode qu'on va voir la semaine prochaine. Merci pour l'attention.